À voix haute, à bas bruit, un podcast de l'association Père et Danse Montpellier. Bonjour à toutes et tous. Ce podcast est un lieu de libération de la parole des concernés par la psychiatrie et les troubles psychiques. Nous souhaitons déstigmatiser et avoir le point de vue de celles et ceux qui se retrouvent exclus. Ce sont des témoignages et des échanges pour nous reconstruire et affirmer nos existences. Nos propos sont subjectifs et ne prétendent pas refléter une vérité absolue. Nous vous prévenons que certains moments de ce podcast peuvent être délicats à écouter et déclencher des réactions émotionnelles. Nous espérons que ce podcast vous inspirera ou vous donnera des informations sur les troubles psychiques et nous vous souhaitons à tous une très bonne écoute. Cet épisode est la deuxième partie de la table ronde. Il aborde l'entourage et la famille, la confiance en soi quand on a une maladie et l'allocation adulte handicapé. Maintenant, on va faire un petit tour de table sur la question de nos proches. Comment est-ce que notre entourage vit le fait qu'on a une maladie ? Dans l'ensemble, ça va. Je sais juste que mon père, au début, était un peu dans le déni de ma maladie, donc il voulait pas que je prenne de traitement. Et heureusement, en fait, j'étais en placement judiciaire pour des violences à la maison. Et du coup, c'est le juge qui a pris la décision que j'ai un traitement par injection. Donc voilà, sinon ma mère le prend bien, même si des fois elle pouvait me surprotéger, on va dire. Ou il y avait des fois, par exemple, où j'allais pas bien, ça se voyait, je le disais. Et ma mère me disait, prends ton si-besoin. Le si-besoin, pour ceux qui savent pas, c'est un médicament qu'on prend uniquement quand ça va pas, en fait. C'est pas un traitement qu'on a tout le temps. Et du coup, elle me dit de prendre mon si-besoin, et moi je refusais de le prendre parce que c'était pas la maladie à ce moment-là. Et j'en étais convaincu. Et en fait, du coup, elle appelait le CMP. Et le CMP, heureusement, me connaissait bien et savait que si j'avais besoin de le prendre, je le prenais. Et du coup, il m'appelait pour me demander comment ça allait. Moi, je leur disais que ça allait pas trop, mais ça n'avait rien à voir avec la maladie. Du coup, il me disait OK. Et voilà. C'est juste ça. Sinon, dans l'ensemble, ça va. Ma soeur le prend bien, mon frère aussi. Ma famille aussi, un peu plus éloignée, le vit bien, je crois. Et l'important, c'est que moi, je le vis bien. Et voilà. C'est assez tranquille puisque j'ai des bons amis, donc je dis ce que je pense librement avec eux, quoi. Et sinon, les parents, c'était un peu tendu au début, et après, quand ils se sont rendus compte que j'avais une maladie, ça allait mieux, quoi. Mes parents savaient que j'étais malade, voire très malade, que je le tenais de mon père, qui le tenait de mon grand-père, et peut-être un peu plus loin, mais ça, je n'ai pas fait l'arbre généalogique. Donc, ma mère étant aussi avec quelques petits soucis de santé, j'ai donc été couvé dans une atmosphère déjà artificielle dans la maison avant la psychiatrisation. Pour ma part, pour mes proches, comment est-ce qu'ils ont pris le fait que j'ai un trouble psychique ? Ça a été une évolution. Au début, surtout pour mon père, c'était très difficile. Mon père est très, très sensible, très à fleur de peau, et pour lui, le fait que je sois hospitalisée, puis que je sois encore très fragile à la sortie de l'hospitalisation, le mettait dans des états d'incompréhension très, très forts. Il comprenait pas pourquoi sa fille était souffrante d'un trouble psychique. Il cherchait des raisons, des causes. Je pense qu'il se remettait aussi beaucoup en question, qui se reprochait des choses, en tout cas qui se pensait coupable de quelque chose, alors que pas du tout. Et au final, mes parents, tous les deux, ont fait le programme Pro-Famille, qui est un programme d'éducation à la maladie, d'éducation à comment interagir avec le proche malade. Et puis ça apporte des connaissances théoriques, ça apporte des connaissances sur les médicaments. C'est assez long, ça se fait en 1 an, voire 2 ans, je crois. On a des séances tous les mois. Et mes parents, ça les a beaucoup aidés.
C'est aussi l'occasion pour les familles d'échanger entre elles, de pouvoir avoir de pouvoir comparer les situations entre elles, de pouvoir s'entraider. Et ça a beaucoup aidé mes parents à accepter et à comprendre. Y compris donc mon père qui, une fois le programme Pro-Famille lancé, a un peu cessé de tourner en rond dans ces questions et a accepté que, en fait, il n'y avait pas de cause de A plus B qu'on pouvait trouver dans la raison de pourquoi moi je tombe malade et pas quelqu'un d'autre. Donc à présent, on va parler du lien entre la maladie et la confiance en soi. Il y avait toujours ce problème de confiance en moi qui continuait de persister jusqu'à mes 25-26 ans. Après, j'ai su, avec le social, me sentir plus confiant. Ouais. Donc moi, je pense que même si à une époque j'étais timide, j'ai toujours eu plus ou moins confiance en moi. Maintenant, je pense que j'ai une assez bonne confiance en moi. J'arrive à parler en public, même de la maladie, sans trop de soucis, sans stresser. Mais ce que je me dis, c'est qu'il y en a pas mal qui peuvent avoir le sentiment de persécution, avec des hallucinations qui sont liées, et du coup ça peut pas mal impacter la confiance en soi. Et du coup moi, non, ça va, je crois que je le vis bien, et ça me dérange pas d'en parler, donc je pense que au niveau de la confiance en moi, ça va plutôt bien. C'est pas forcément évident d'être confronté à la solitude, au désert sentimental, qui fait que on se sent exclu, et ça joue beaucoup sur l'estime de soi. Vous savez, le rejet de la société, c'est pas quelque chose de souhaitable, parce que on se trouve avec les autres et on se situe avec les autres, ou par rapport aux autres. Donc on a tous besoin les uns des autres. Ça n'empêche pas que je suis un être humain et que, comme tout le monde, j'aurais aimé avoir une vie sentimentale, avoir une vie sociale un peu plus dense. Simplement de se dire que voilà, bon, je suis ce que je suis, c'est mon bagage émotionnel, c'est ma vie, c'est ma maladie, c'est ma génétique, c'est mon ADN, c'est mon histoire. Et elle s'inscrit dans la vie terrestre comme 11 milliards d'individus qui souffrent moins, qui souffrent plus, qui ont plus ou moins de chance, qui ont des libertés, d'autres en sont privés. Et tous ensemble, nous formons l'aventure humaine. C'est pour ça que c'est important de ne pas rejeter le monde et de ne pas avoir de rancœur ou de colère, même si parfois c'est douloureux. Donc, on peut arriver à s'accepter, et quand on s'accepte soi-même, on peut accepter la différence de l'autre, et ça permet d'avoir de l'estime de soi et de l'amour propre aussi. Moi, par rapport à la confiance en moi, je sais pas trop quoi en penser. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'en avais pas trop. Que j'ai aussi subi au collège des situations où j'étais harcelée, où du coup j'étais également très seule. Je pense que les expériences de solitude extrême comme ça dans l'adolescence peuvent marquer un caractère et avoir des conséquences plus tard. Donc le lien entre la confiance en moi et la maladie est peut-être quand même bien présent, mais aujourd'hui, que maintenant que je vis avec la maladie, que j'en ai fait mon métier d'ailleurs, je pense que j'ai rétabli une sorte d'équilibre avec moi-même et que mon estime de moi-même est plutôt normale. Donc à présent, un tour de table sur la question de l'allocation adulte handicapé, donc la H, et notre avis général sur cette allocation, sur ce droit qu'on a. Donc moi c'est Léo, donc je touche la H, l'allocation adulte handicapé depuis maintenant 8 ans. Et moi je suis entre guillemets content d'avoir ça, déjà on a de la chance d'être en France, ou dans d'autres pays on serait un peu plus livré à nous-mêmes. Et du coup ça me permet d'avoir une vie normale et aussi de faire des choses que j'aime. Comme j'ai déjà suffisamment d'argent pour avoir un toit et à manger, je peux donner des cours de skate à côté, et même si j'ai 2 élèves par mois, je vais pas vivre sous un pont ou me faire virer de chez moi. Donc je trouve ça plutôt cool, et voilà. J'estime que j'arnaque personne en faisant ça, et je reconnais avoir de la chance d'avoir une allocation pour vivre. Oui, salut, c'est Sylvain. Oui, alors moi, la hache, je la
touche depuis mes 21 ans et c'est tout à fait justifié à mon sens, dans le sens où on a le droit d'être malade à partir du moment où on reconnaît qu'on ne peut pas travailler et que la société et le corps médicalement reconnaît que vous n'êtes pas apte à subvenir à vos besoins. C'est à mon sens tout à fait logique que la société vous fournisse de quoi vivre et de parvenir à vous alimenter, vous loger et vous soigner de manière la plus décente possible. Vous savez, je ne sais plus qui c'est qui a dit, on mesure le degré de civilisation d'une société à la manière dont elle traite ses handicapés. Il y a des gens qui se sont battus contre la peine de mort, donc il y a des gens qui se sont battus pour qu'il y ait une allocation du temps handicapé pour les personnes atteintes de troubles psychiques qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins dans la société. Et on retrouve, si vous voulez, pour terminer, juste de ces attaques en règle de vous êtes un bon à rien, vous êtes un profiteur, vous êtes un parasite, vous êtes etc. C'est quelque chose que j'ai souvent constaté avec les gens très riches. Ouais, c'est Guillaume. Et puis, concernant la hache, il y a des personnes qui disent que les gens qui perçoivent en profitent du système, en fait. Et juste par rapport à cette remarque, le truc, c'est que moi, si j'avais le choix entre percevoir un salaire et pas avoir de la maladie, ou avoir la maladie avec la hache, je préférerais largement travailler et ne pas percevoir la hache. Donc, je suis content d'avoir la hache parce que j'ai de la chance d'être dans le système français. Mais si j'avais le choix, je préférerais une vie entre guillemets normale. Moi c'est Karim et non, je ne touche pas la hache et je ne souhaite pas la toucher. Je préfère gagner mon argent de mes propres moyens plutôt que d'essayer de me contenter de seulement la hache. En effet, pour moi, la hache, c'est vraiment un droit qu'on a du fait du handicap et du fait de ne pas être en mesure de travailler. J'ai le droit à la hache. Actuellement, je travaille, donc je la touche pas. Parce qu'il faut savoir que quand on a le droit à la hache, on fait des déclarations tous les 3 mois, déclaration de revenus. Et si on a des revenus d'un salaire ou autre, évidemment, on la touche soit seulement en partie, soit plus du tout. Mais je connais beaucoup de gens, et j'ai été aussi pendant une longue période de ma vie, dans une période où travailler me mettait... C'est pas tant que je ne pouvais pas travailler, c'est que ça me mettait dans une situation de vulnérabilité et de stress, ça augmentait ma fragilité et ça faisait que je rechutais. Ou que les proches dont je parle rechutent systématiquement quand ils essayent de se remettre dans un rythme de travail où il faut se lever tous les matins tôt, où il faut tenir la journée de travail, etc. Et même si le handicap psychique est un handicap invisible, c'est pas pour autant qu'il n'est pas réel. Et voilà, et quand on parle de profiter de la société, déjà je rejoins entièrement Guillaume sur le fait que, en tout cas personnellement, non, je préférerais ne pas avoir de maladie et ne pas avoir d'AH. Là, je suis dans une période de ma vie où je suis assez solide pour travailler, donc tant mieux. Mais ce sera peut-être pas le cas toujours. Et ce que je voulais dire aussi par rapport au fait qu'on profite de la société, et en faisant le lien avec cette question de la rechute, je pense qu'on coûte beaucoup plus cher à la société quand on rechute et qu'on doit être hospitalisé que quand on touche 900 € par mois. Voilà. Et je voulais juste conclure sur le fait que profiter de la société avec 900 € par mois, c'est un peu ironique quand même, non ? Parce qu'on peut pas faire grand-chose avec 900 € par mois. On peut payer son loyer en ne vivant pas à la capitale. On peut se nourrir et pas grand-chose d'autre. Je crois que le seuil de pauvreté est au-dessus du montant de la hache. C'est peut-être quelque chose qui va changer. J'ai entendu parler d'une revalorisation de la hache à un peu plus de 1 000 €. Donc tant mieux. Mais jusqu'ici, on peut pas dire que ce soit la panacée non plus.